Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, bienvenue dans ce libre journal des idées politiques de Max Lebrun. Donc, je dirige aujourd'hui Guillaume de Tuellois en l'absence de Max Lebrun. Et le thème nous a été un peu imposé par la date. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Voici 8 ans, un fait extraordinaire s'est passé à New York, tout le monde le sait. Donc nous sommes réunis autour de ce plateau pour parler de ce qui s'est réellement passé le 11 septembre et aussi pour parler naturellement des conséquences du 11 septembre sur la configuration du monde. Nous allons pour ça parler avec 4 invités. Tout d'abord Jean Robin. Donc Jean Robin, vous êtes éditeur, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes donc éditeur, responsable des éditions Tatami. Et vous serez un peu, si je peux caricaturer, le défenseur de l'anticonspirationniste dans le débat. Nous avons également Pierre Malot, vous êtes étudiant. Bonjour. Oui, je suis étudiant. Je connais Jean qui a eu l'idée de m'inviter en tant que contradicteur. Je suis représentant des sceptiques anonymes ici. Voilà, donc qui sont quelques milliers en France. Voilà. Très bien. Et donc sur le même front, sur le même créneau, Alexis de Bruckner, bonjour, qu'on connaît mieux sous le nom de Kropotkin, grand homme de droite, c'est souvent l'éternel. Donc vous êtes aussi un des représentants donc de ces sceptiques. Vous peut-être pas anonyme, mais sceptique également. Et donc on a beaucoup parlé de vous sur Internet autour des vidéos de Bigard, si ma mémoire est bonne, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et quatrième intervenant, Jean-Claude Philippe, vous êtes ingénieur, bonjour. Bonjour. Et vous aussi, vous apportez plutôt des thèses pour soutenir disons la version officielle, à savoir que des avions ont réellement percuté les tours et qu'elles se sont réellement effondrées à cause de ça. Bien oui, je suis en train d'essayer d'épuiser ces thèses pour voir s'il y a la place pour d'autres thèses. D'accord. Alors, mais on va peut-être justement commencer par là. Donc, le 11 septembre, c'est un événement complexe. Il y a beaucoup de choses dans l'événement lui-même. Il y a l'effondrement des 2 tours du World Trade Center. Il y a l'effondrement d'une 3e tour à côté, et il y a l'attentat contre le Pentagone. Donc 3 événements pas forcément corrélés entre eux. Première chose, donc là je m'adresse à l'ingénieur, est-ce qu'il est possible qu'une tour s'effondre sous le seul impact d'un avion? Oui, mais là je ne parlerai que des Twin Towers et de la tour numéro 7. D'accord, mais allez-y. Puisque le Pentagone, je n'ai aucun élément qui me permette de faire une appréciation. Effondrer une tour sous le choc d'un avion, c'est possible. Personnellement, en France, nous faisons ça pour des immeubles de grande hauteur. On remplace l'avion qui tape aux 2 tiers de la hauteur par des tubes de poussée, soit hydrauliques, soit pression de gaz, et on obtient un déplacement de la partie supérieure de l'immeuble qui, en descendant, effondre le tout. Voilà, en simplifiant. Sans explosif à la base? Sans explosif à la base, uniquement, ou de l'huile hydraulique, ou alors des gaz de poussée. Kropotkin, vous voulez... Tout à fait. Alors, si cette explication est vaguement admissible pour les tours numéro 1 et 2, en revanche, le bâtiment numéro 7, qui lui s'est effondré à 17h20 et qui abritait, entre autres, l'équivalent de l'autorité des marchés financiers française, la 2e antenne de la CIA sur le territoire américain, et plusieurs autres organismes de contrôle financier, cette tour qui n'a pas été touchée par un avion s'est effondrée à 17h20, proprement sur ses fondations, alors que des feux mineurs s'y étaient déclarés, et je ne pense pas que vous me contredirez, jamais aucun gratte-ciel dans l'histoire de la construction ne s'est jamais effondré sous l'effet du feu. Et je ne parle que des gratte-ciel. Le bâtiment numéro 7 faisait 47 étages. Dans l'histoire de la construction, jamais un bâtiment ne s'est effondré sous l'effet du feu. Est-ce vrai ou pas? Je pense que l'immeuble numéro 7, puisque ce n'était pas une tour, il faisait 47 étages, elle faisait 47 étages, la moitié de la hauteur des tours jumelles, et aurait été le plus haut bâtiment dans plus de 20 États des États-Unis d'Amérique. Il s'agissait d'une tour. Bon, appelons ça une tour. Je pense qu'il faut dissocier l'effondrement des tours jumelles de l'effondrement de la tour numéro 7. Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on se mette bien d'accord sur l'explosif, parce que là, actuellement, on va parler de choses diffuses, et qu'on soit bien d'accord sur les termes. Alors, qu'est-ce que l'explosif?
Pierre Malo, vous voulez répondre? Sur cette question de définition, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Enfin, je vois pas vraiment où vous voulez en venir en me demandant ça. Le problème, c'est que, je vais revenir sur la tour 7, c'est quand même central. On a 3 contre-exemples tout à fait évidents. On a le World Trade Center 5 et le World Trade Center 6, qui étaient très près des 2 tours lorsqu'elles se sont effondrées, qui ont subi des dégâts peut-être 100 fois plus importants que la tour 7 et qui pourtant ne se sont pas effondrés. Et leur structure est restée debout. On a aussi le bâtiment qui a été cible d'un attentat terroriste au début des années 90 à Oklahoma City, dont toute la moitié s'est effondrée sans que l'autre moitié ne tombe. Alors, on nous dit que la tour 7 est tombée à cause d'un incendie. Moi, je veux bien. Je suis pas expert, je suis pas expert en démolition contrôlée, mais il y a une sorte d'évidence sensible qui nous fait, en tout cas, avoir l'intuition qu'il y a un problème et que l'enquête mériterait d'être ouverte. Jean-Robin, vous êtes sceptique contre les sceptiques. Est-ce que vous pourriez peut-être répondre juste à ces contre-exemples qui sont peut-être intéressants quand même Oui, alors je vais répondre là très brièvement et puis quand j'aurai la parole un peu plus tard, parce que j'aimerais que les arguments puissent se développer aussi, je reviendrai sur l'humilité qu'on doit avoir par rapport à ce débat. Je pense que c'est la base pour envisager cela avec sérénité. Alors, sur la tour 7, pour répondre à la question de Kropotkin, je constate que dans l'histoire, il n'y a pas de tour qui se soit effondrée suite à l'effondrement de 2 autres tours. Bon, ça c'est un fait aussi. Donc là, on peut être fait contre fait, mais si vous voulez, on va rien démontrer comme ça. Ce qui est plus intéressant, peut-être, là, je lance la perche à Monsieur Philippe, c'est qu'il nous explique ce qu'il entend lui par explosif et qu'il aille jusqu'au bout de sa logique pour qu'après on puisse juste peut-être une intervention de Kropotkin. Je voudrais répondre très rapidement sur ce point. L'explication officielle fournie par le NIST en 2009 ne nous dit pas que la tour numéro 7 s'est effondrée à cause de l'effondrement des tours numéro 1 et 2. Leur explication est entièrement fondée sur le feu. On nous dit que le feu a affaibli la colonne 79, qui a entraîné l'effondrement complet du gratte-ciel sur ses fondations, et le NIST revendique, grâce à une modélisation informatique, la découverte d'un authentique nouveau type d'effondrement, soi-disant l'effondrement vertical progressif semblable à ce que produit une démolition contrôlée. Le NIST nous dit que le bâtiment a été détruit par le feu et pas par les quelques dégâts engendrés sur la façade. C'est un fait, j'ai lu le rapport officiel. Peut-être on peut préciser ce que c'est le NIST, parce que peut-être nos auditeurs... Bonne remarque. C'est alors le National Institute for Standard and Technology. En anglais, voilà. Donc, qui était chargé une institution officielle sur cette... Voilà, donc c'est intéressant qu'on puisse s'appuyer sur des institutions officielles pour démontrer que la thèse officielle est fausse. Monsieur Philippe, donc revenons un peu à votre raisonnement ébauché sur les explosifs. Bon, puisqu'on va parler d'explosifs, je pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord sur la définition. Alors, vous qui êtes juriste, vous savez qu'il y a eu un décret du 27 mars 87 qui définit ce que c'est que l'explosif. Parce que quand je suis amené à faire des expertises et que j'utilise le terme explosif, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce que ça veut dire. Alors, un explosif, c'est un corps ou un ensemble de corps qui, en se décomposant, produisent une grande quantité d'énergie. Voilà la définition sur laquelle tout le monde est d'accord. Bon. Je donne cette définition parce que dans la suite du débat, on sera amené à savoir ce qui se passe lorsqu'il y a une explosion. D'accord. Alors, reprenons donc les pièces du débat à l'heure actuelle. Si je suis bien le débat, les sceptiques à l'égard de la thèse officielle pensent qu'il n'est pas possible qu'une tour s'effondre sous l'impact d'un avion aux 2/3 de sa hauteur, et moins encore qu'une tour voisine s'effondre sous l'effet du feu. C'est bien ça ? Ou est-ce que j'ai mal synthétisé votre... C'est plus complexe. Nous accepterions l'explication pour les tours numéro 1 et 2 et peut-être pour la tour numéro 7 s'il n'y avait pas un ensemble de coïncidences qui d'ailleurs cumulées les unes avec les autres ne sont plus des coïncidences mais forment un faisceau de présomptions qui nous amène en effet à douter de l'explication officielle des tours numéro 1 et 2 parce qu'il faut en fait reprendre le 11 septembre dans sa globalité. Des exercices militaires prévus pour le mois d'octobre
d'octobre ont été déplacés au 10 et au 11 septembre 2001. Ces exercices ont implanté sur les écrans radars des contrôleurs aériens de faux bips. Ça a été reconnu par le général Myers devant une audition du Congrès américain en 2006. Donc, si je comprends bien le raisonnement, c'est les écrans des contrôleurs aériens ont été brouillés par l'armée des États-Unis. Par des exercices militaires, et ça ne s'arrête pas là. Les premiers feux qui se sont déclarés dans la tour numéro 7 et surtout l'aile frappée du Pentagone avaient tous pour particularité, pour la tour numéro 7, d'abriter l'équivalent de l'autorité des marchés financiers américains qui a perdu des milliers de dossiers, y compris ceux d'Enron et de beaucoup d'autres fraudes, et l'aile frappée au Pentagone par le prétendu Boeing 757L n'avait que très peu de militaires en son sein. 120 personnes sont mortes, dont une majorité de commissaires aux comptes qui enquêtaient sur les 1000 milliards de dollars disparus du budget de la défense. Et là, je me réfère à une conférence de presse de Donald Rumsfeld le 10 septembre 2001, la veille des attentats, où il reconnaissait que, en effet, 1000 milliards de dollars avaient disparu du budget des États-Unis. Excusez-moi, moi j'ai jamais entendu parler de cette histoire. 1000 milliards de dollars ont disparu du budget des États-Unis sans que personne sache où ils s'étaient passés. Enfin, j'imagine que quelqu'un savait. Non, mais alors, l'ironie du sort, c'est que ça, c'est disponible sur Internet. C'est une conférence de presse de Donald Rumsfeld datée du 10 septembre 2001. Les gens qui enquêtaient sur ce détournement étaient dans l'aile frappés par soi-disant frappés par le Boeing 757 et tous ces faits sont documentés dans les rapports officiels. Cette information sur les commissaires aux comptes et la disparition des fameuses informations qui auraient permis de remonter à la source est documentée dans le rapport du comté d'Arlington. Ça s'appelle alors précisément le Post-Report du comté d'Arlington sur les événements, où tout ceci est écrit noir sur blanc, et des coïncidences comme celle-ci qui entourent le 11 septembre, je pourrais en citer pratiquement pendant des heures. On n'a qu'une heure et demie. Tous les éléments de la version officielle doivent être confrontés à ce type de coïncidences qui, mises bout à bout, ne sont plus des coïncidences. Je pense que les auditeurs peuvent le comprendre, mais forment un faisceau de présomption. D'accord. Pierre Malot ? Voilà, juste une petite précision sur ces exercices militaires qui ont eu lieu le jour même. Ils avaient chacun un nom. Il y avait notamment Vigilant Warrior et Vigilant Guardian, qui précisément simulaient des détournements d'avions et l'injection de faux signaux d'avions sur les radars. Voilà. Comme par hasard. C'est une jolie coïncidence. C'est l'exercice qui devait avoir lieu en octobre et qui a été déplacé opportunément au 10 et 11 septembre. Mais alors, il y a une question pour un peu le néophyte que je suis dans le débat. Quel est l'intérêt pour Donald Rumsfeld s'il y a eu volonté délibérée de faire disparaître un certain nombre de preuves, quel est l'intérêt de Donald Rumsfeld de faire une conférence de presse la veille alors que plus personne n'aurait entendu parler des milliards de dollars? Cela sous-entendrait que Donald Rumsfeld est dans le coup. Or, personne ne dit ça. Nous ne savons pas qui. Le but est de forcer, en tout cas, le gouvernement et l'administration américaine à réouvrir une enquête. Et nous ne pointons pas du doigt telle ou telle personne. Et surtout, il faut bien que les gens qui n'ont en général pas beaucoup accès à ces informations puissent les entendre. Et toutes ces informations que je vais citer sont documentées sur la base des rapports officiels que j'ai lus en profondeur, parce que, en effet, lorsqu'on va sur les sites sceptiques et les sites de défense de la version officielle, il y a beaucoup d'inexactitudes et même parfois beaucoup de mauvaise foi d'un côté comme de l'autre. Et ça, il faut le dire. La seule matière à peu près certaine sur laquelle on puisse travailler, c'est d'une part les rapports officiels et ensuite les réponses que donnent à ces rapports à la fois les défenseurs et certains scientifiques, parce qu'en fait la version officielle n'est pas seulement remise en cause par des gens comme moi qui ne sont que juristes et n'ont pas d'expertise scientifique ou en ingénierie. Aux États-Unis, le mouvement comprend plus de 900 architectes et ingénieurs, des militaires, des pilotes de ligne, qui tous nous disent que quasiment tous les éléments de la version officielle ne tiennent pas à la route. Jean-Robin ? Oui, je crois que le moment est intéressant
pour parler de ce dont je voulais parler pour introduire ce débat, c'est-à-dire, et là Kropotkin a bien indiqué la limite dans laquelle nous sommes tous, c'est-à-dire que la démarche scientifique, qui est la meilleure méthode qu'on ait trouvée dans l'humanité pour aboutir à une vérité, doit se baser sur un certain nombre de choses, dont la reproductibilité. Or, dans le 11 septembre, comme dans beaucoup d'autres choses, je pourrais parler des supergerbes, je pourrais parler des supernovas, je pourrais parler de beaucoup d'événements qui ont lieu et qui ne se reproduisent pas, ou qu'on n'est pas capable de reproduire, en tout cas en laboratoire. Là, ça limite forcément et ça doit nous rendre humbles par rapport à toutes ces questions, parce que, par exemple, Monsieur Philippe, bien qu'étant ingénieur spécialisé dans les démolitions contrôlées, c'est ça, je me trompe pas, il va pouvoir nous éclairer, mais il ne pourra jamais affirmer d'une manière sûre et certaine les choses telles qu'elles se sont passées. Je me trompe pas en disant ça. Et de la même manière, en face, ceux qu'on appelle les sceptiques, je suis désolé, moi je suis sceptique aussi, et je renie aux gens de ce mouvement, je dénie le fait qu'ils s'approprient le scepticisme, puisque c'est la base de la démarche scientifique. Au contraire, je pense même qu'ils la pervertissent souvent. J'ai pas dit tout le temps, mais il y a une certitude et un dogmatisme à poser des questions d'une manière harcelante souvent, et ça me dérange aussi. Alors, avant d'aller plus loin, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie dans le libre journal des idées politiques de Max Lebrun. Est-ce que vous venez ce que vous venez de dire sur le scepticisme, ça me paraît très intéressant de développer, parce que j'ai vu Carmelo qui haussait les sourcils. Je peux illustrer ça d'un point qui vient d'être évoqué. C'est-à-dire qu'on nous dit, en fait, dans le monde dans lequel on vit et dans lequel ceux qu'on appelle les sceptiques vivent, le hasard a complètement disparu de ce monde, en fait. Tout est planifié, tout est organisé, les faits, quels qu'ils soient, deviennent des preuves à partir du moment où ils vont dans le sens, évidemment, qu'ils cherchent. J'ai pas d'éléments sur tous les sceptiques, mais ce que j'ai entendu dire de Kropotkin, c'était simplement de dire ce fait-là me paraît bizarre, ce fait-là me paraît bizarre, c'est autre chose. Prenons ces deux faits-là, si vous me permettez, juste rapidement. Donc, les deux faits qui étaient indiqués, c'est d'une part les faux bips, et d'autre part, l'immeuble, la tour 7, c'était la CIA qui investissait les lieux. Pas seulement. Pas seulement la CIA, et très bien, tous ces gens-là. Bien, il faut savoir qu'on était dans le centre, et on est toujours, avec le World Trade Center, dans le centre de la finance mondiale. New York, aujourd'hui, est la première place mondiale. Donc, est-ce que c'est étonnant de retrouver là des gens qui s'intéressent à toutes ces questions? Première chose. Deuxième chose, les faux bips. Alors, je vais finir juste sur la CIA. Est-ce qu'on sait qui investissait les immeubles qui ne sont pas tombés? Oui. Voilà. Est-ce que ces gens-là n'ont absolument aucune importance? C'est-à-dire que si ces bâtiments-là étaient tombés, comme par hasard, là aussi, on nous aurait dit « Ah ben regardez, c'est la preuve parce que ces gens-là faisaient partie d'institutions importantes. » Mais comme ils ne sont pas tombés, on ne va pas nous dire... vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas nous dire que... Bon. Et je finis sur les faux bips. Si j'étais un terroriste qui cherche à faire tomber les tours du World Trade Center avec un maximum d'efficacité. Si j'avais suivi 600 heures ou plus d'entraînement sur, comme ça a été reconnu pour certains des terroristes, notamment M. Anjour qui s'est craché sur le Pentagone. Il était inscrit, ça ne veut pas dire qu'il les a suivis. Il y a un témoin qui était son instructeur. Attendez, chaque chose en son temps. Allez-y, finissez. Mais voilà, j'aimerais ne pas être coupé. Si j'avais fait tout ça et j'avais derrière moi une organisation qui s'appelle Al-Qaïda, j'aurais un minimum enquêté sur les exercices qui étaient prévus dans le temps, et ces choses-là se prévoient dans le temps. Et donc, j'aurais prévu mon attaque, si possible, le jour où il y a un maximum de facteurs qui vont permettre aux attentats d'avoir lieu. Mais donc, de ce fait-là, vous niez vous aussi le hasard, c'est... Oui. Je ne nie pas le hasard. Je dis que ce sont des choses qui étaient prévues. Que le gouvernement américain lui-même avait prévu. Donc, c'est l'envers de la médaille par rapport à ce que disait Kropotkin. Mais oui, parce que moi je ne défends pas le fait que ça soit complètement par hasard aussi. Enfin, je veux dire, il faut. Oui, mais j'entends bien, mais si vous reprochez à Kropotkin et Pierre Malo d'avoir une approche en coïncidences successives qui ne font plus un hasard. Ouais. Non, je leur reproche aussi, c'est deux choses différentes. Il y a ça effectivement, mais il y a aussi le fait de tirer des conclusions à partir de faits qui ne sont pas des preuves, puisque, comme je viens de vous le démontrer, ça peut être une preuve de l'inverse. Donc ce n'est pas une preuve. Alors, Kropotkin qui est en train de bouillir depuis 5 minutes.
Parce Allez-y. que là, à nouveau, on isole un fait, on nous dit, mais ce fait pourrait tout à fait être le fruit d'une coïncidence. En gros, je résume vos propos. Vous nous dites aussi que Donc moi j'ai pas dit que c'était une coïncidence, j'ai dit que c'était prévu par le gouvernement américain et que donc si Al-Qaïda voulait faire des attentats, il avait choisi le C'était jour qui logique de permettait. choisir le- Voilà. Oui, enfin, mais il reste les autres coïncidences qui forment la présomption et qu'il faut envisager. Par exemple, pour en revenir à la tour numéro 7, bon, ces exercices étaient prévus pour le mois d'octobre, ils sont étrangement déplacés au 10 et au 11 septembre, ce qui a perturbé le système de défense aérienne. Je vais vous prendre un autre fait, les fameux incendies du bâtiment numéro 7, tels qu'ils se sont déclarés, tels qu'ils sont établis par la FIMA, l'agence de réponse aux premiers secours qui a recueilli le témoignage des pompiers, nous dit que les premiers incendies dans la tour numéro 7 étaient localisés à l'étage où se trouvait l'autorité des marchés financiers américaine, la CIA, le département de la défense, et vous nous dites les sceptiques ne savent pas qui occupait les autres bâtiments. Alors, 2 points. Les bâtiments qui entouraient les tours jumelles, eux ne se sont pas effondrés. Et aucun d'entre eux, j'ai vérifié la liste des occupants, aucun d'entre eux n'avait d'occupants comme l'autorité des marchés financiers ou la CIA. En général, il s'agissait d'agences gouvernementales de type civil comme le ministère de l'Agriculture et bien d'autres agences du même acabit. Le seul bâtiment qui s'est effondré sous l'effet du feu à côté des tours jumelles, et c'était le plus éloigné des tours jumelles, abritait la CIA, le département de la Défense. Alors ce fait en lui-même ne serait pas significatif, mais rapporté à toutes les autres coïncidences, c'est le propre de la démarche criminologique, c'est le propre de toute enquête criminelle. Des coïncidences isolées ne sont pas significatives. Des coïncidences qui s'accumulent ainsi finissent par former un faisceau de présomption. Ce n'est pas la culpabilité, ça ne désigne pas les coupables, mais ça nous donne une autre image de ce qui s'est passé le 11 septembre. Monsieur Philippe. Puisqu'on parle de coïncidence, je vais sortir de mon domaine qui est plutôt mathématique. Il faut savoir que le 26 février, je ne sais pas si c'est une coïncidence, 26 février 93, il y a un camion chargé de 650 kg d'explosifs qui a explosé dans un sous-sol de la tour Nord. Bon, il y a peu eu de dégâts sur la tour, il y a eu des morts bien sûr. Et à l'issue de l'enquête qui a été faite, les experts ont déclaré que ces tours étaient indestructibles, sauf à ce qu'un Boeing les tape aux 2/3 de leur hauteur. Quelle est la référence de ce document? Je vous sortirai la référence. Je ne connais pas cette citation. Pardon, Pierre Malo avait une question. Oui, juste en réponse à ça, je tiens à faire une citation de Franck de Martini, qui est le designer des Twin Towers, qui a été interviewé en janvier 2001. Alors je cite exactement: « Les tours jumelles peuvent probablement résister à de multiples impacts d'avions de ligne, parce que leur structure est comparable à une moustiquaire, un grillage extrêmement serré, et l'avion ferait l'effet d'un crayon qui serait planté dans cette grille. Il ne l'endommagerait en rien. » Voilà. Monsieur Philippe. Et je vais faire une autre citation. C'est bien. On a toujours tendance à croire que du débat jaillit la lumière. Là, pour l'instant, du débat jaillit l'obscurité, pour moi, en tout cas. Et là, il y a un des ingénieurs qui a participé aux travaux d'études de structure de la tour, qui s'appelle Robertson, et qui a dit: j'étais responsable en dernier ressort de la solidité des tours, et le fait qu'elles n'aient pas résisté plus longtemps pourrait m'être imputé. Est-ce que je me sens coupable qu'elles se soient effondrées? Ce qui s'est passé le 11 septembre n'avait pas été envisagé dans la conception. Donc, je vous trouverai les sources. Cette personne ajoute que ce qui n'avait pas été pris en considération, cette personne dit que ce qui n'a pas été pris en considération est l'essence, le jet fuel en fait des avions. Il reconnaît que les tours ont été conçus pour résister à l'impact d'un gros porteur de type 707 qui sont comparables d'ailleurs aux avions qui ont percuté les tours le 11 septembre. Mais il ajoute que oui, on a pensé aux avions, mais on n'a pas envisagé le carburant. Imaginez, pensez à l'impact d'un avion
sur les tours, les concevoir afin qu'elles résistent à l'impact de cet avion sans jamais envisager le carburant. C'est la citation précise de Leslie Robertson disponible n'importe où sur Internet. Oui, mais alors à ce moment-là, on comprend difficilement que le carburant n'ait pas été pris en compte dans l'effondrement des tours, alors qu'il faut le prendre en compte. Oui. C'est une déclaration de Leslie Robertson, hein, comme le disait mon... Donc attendez, je voudrais peut-être une petite ébauche de point d'accord. Vous êtes d'accord ensemble sur le fait que c'est pas l'impact de l'avion qui a causé l'effondrement des tours, c'est ça ? Non, on est d'accord pour dire que ces tours étaient conçus pour résister à l'impact d'un Boeing 707 qui est très comparable en taille, en envergure, en poids et en quantité de carburant transporté aux 757 qui ont frappé les tours. Tout le monde est d'accord sur le fait que ces tours étaient conçus pour résister à l'impact de tels avions. Ça, c'est un fait. Tout le monde est d'accord autour de la table. Moi, non. Mais écoutez, on retrouve cette citation dans le papier blanc de 1964, où une étude structurelle des tours a été menée et où il est écrit noir sur blanc, c'est encore un document officiel, que ces tours sont sûrs face à l'éventuel impact d'un avion. Et en fait, ce fait a été pris en considération dans la conception des tours parce qu'à New York, un B-52 perdu dans le brouillard avait percuté l'Empire State Building, qui d'ailleurs ne s'est pas effondré. Comme les tours jumelles. Il a tenu le choc. Certes, l'avion volait moins vite, mais c'est un fait. C'était quel genre d'avion ? Un B-52. Mais c'est un fait que ces tours étaient conçus pour résister à l'impact d'un Boeing 757. C'est un fait incontestable qui se trouve dans tous les rapports de 1964 à 2009. Monsieur Philippe ? Le choc d'un avion sur la tour n'a pas été sans conséquence, puisque la tête de la tour s'est déplacée, il y en a qui ont parlé de 2 mètres, de 2 mètres 50, il s'est déplacé de 45 cm. Comme elles le font sous l'effet du vent, elles étaient conçues pour réagir de la sorte. Attendez. Elle peut travailler en flexion sous l'effet du vent, là ça travaille au cisaillement. Alors est-ce que vous pourriez nous préciser ce que signifie travailler en flexion et travailler en cisaillement ? C'est-à-dire que si vous prenez la totalité de la tour, elle va se comporter comme un roseau au vent. Oui. Hein, si vous... Avec quelle amplitude, si c'est pas un... ça dépend de la hauteur, ça se calcule, ça. Hein. Vous avez un ordre de grandeur pour une tour de la taille de... Oui, non, non, vous n'avez pas de... Je n'ai pas d'idée. Pardon, alors, allez. Bon, j'aurais dû le préparer. Non. Bon. Excusez-moi. Par contre, il y a eu une translation horizontale de la partie haute de la tour, de 45 cm, ce qui est différent d'un mouvement de flèche en tête. Et oui, puisqu'à ce moment-là, les poteaux qui reprennent et descendent de charge n'étaient plus en ligne. Oui. Mais vous oubliez un fait dans votre raisonnement, c'est que ces tours étaient constituées de 3 tiers successifs, empilés les uns sur les autres, avec des parties ultra renforcées en fait, qui délimitaient chaque tiers de manière à porter le poids qui se trouvait au-dessus d'elle. De manière à supporter le poids qui se trouvait au-dessus d'elle. Et il y a d'autres données étranges. L'impact du premier avion a créé un signal sismique de 12 secondes. Le premier impact a créé un signal sismique de 12 secondes. Le deuxième avion a créé un signal de 6 secondes. Et là, on entre dans les chiffres vraiment étranges. L'effondrement de la tour 2 a créé un signal sismique de 10 secondes. L'effondrement de la deuxième tour a créé un signal sismique de 8 secondes. L'effondrement du bâtiment numéro 7, lui, a créé un signal sismique de 18 secondes. Vous ne voyez pas la contradiction étrange dans ces chiffres. En matière vibratoire, je préférerais, pour mieux suivre, parce que je suis limité quand même, qu'on raisonne en millimètres secondes. Je n'ai pas les données en millimètres secondes sur ce document. On en reparlera tout à l'heure. Je les ai ici, je vous les donne. Mais alors, simplement, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le cisaillement, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Si j'ai bien suivi, Kropotkin, vous dites que les tours étaient conçus pour résister à l'impact d'un avion. C'est pas moi qui le dis. Non, mais j'ai bien compris. Vous citez des sources le disant. Et Monsieur Philippe, vous dites que l'impact a bougé la partie supérieure de 45 cm et donc a créé un cisaillement qui manifestement est contradictoire avec ce que...
Oui, ce qui vient d'être dit. Soit les tours sont prévues pour résister à l'impact d'un avion, et donc elles sont prévues pour résister à cette poussée de 45 cm. J'arrive pas à comprendre comment les deux choses sont compatibles. Moi, j'aimerais savoir quelle est la source de ce cisaillement de 45. Quel rapport officiel du NIST établit ce fait? Écoutez, je ne m'attendais pas à une lutte aussi serrée, mais je m'engage à vous fournir, je vous les ferai parvenir, toutes les références. Je donnerai mon courriel, ça m'intéresse. Ouais. D'abord, je vous donnerai... Parce que j'ai lu tous les rapports officiels en question. Oui. Alors, je ne suis pas un expert, je n'ai pas porté attention à ces éléments, mais moi, je remarque une chose, je vous le disais tout à l'heure en antenne, le NIST n'explique pas l'effondrement, contrairement à ce que nous disent les défenseurs de la version officielle, et ça aussi c'est un point fondamental, parce que je vous l'expliquerai après, mais le NIST n'explique pas l'effondrement complet des tours nord et sud. Le NIST, le modèle informatique du NIST, son étude n'explique que l'initiation de l'effondrement, c'est-à-dire le temps qui sépare l'impact de l'avion du début de l'effondrement. Les modèles informatiques, les études qui ont été réalisées ne portent que sur ce point. Or, et c'est quelque chose de très important, la thèse sceptique, nos thèses, ne portent pas sur... on ne conteste pas que peut-être, sous l'impact de l'avion, la partie haute de la tour aurait pu basculer et tomber par le chemin de moindre résistance. Là, ce que l'on voit, c'est que la tour est tombée. Alors, certains disent en chute libre, d'autres non. Si on se réfère aux données sismiques qui sont les seules données valables, puisqu'on ne peut pas estimer par les vidéos le temps de chute de la tour, c'est pas possible avec le nuage de poussière. Si on se réfère aux données sismiques produites par l'effondrement de la deuxième tour, on a 8 secondes, ce qui est même supérieur à la vitesse de la chute libre. Bon, on ne va pas discuter de ce point, mais ce que nous contestons, c'est la manière dont la tour est tombée, la vélocité du nuage pyroclastique qui s'en est suivi, et ce qu'il est resté des tours, parce que les tours ne se sont pas effondrées, les tours ont implosé. On le voit sur toutes les vidéos, un nuage pyroclastique a envahi tout le bas Manhattan. Les poutres ont été coupées en petites sections. C'est pas un effondrement, c'est une implosion. La tour a explosé, n'importe qui le comprend en regardant les vidéos des deux effondrements. Les tours ont explosé. Alors je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie dans le libre journal des idées politiques. Monsieur Philippe, est-ce que vous voulez répondre à cette... Oui, il y a plusieurs points, je pense qu'il faut les prendre un par un. Le fait que le choc de l'avion ait précédé l'effondrement de 40 ou 50 minutes, j'ai les durées là-dedans, indique que le choc n'a pas été déterminant, l'incendie n'a pas été déterminant, mais les deux conjugués ont permis l'effondrement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on chauffe une structure? Vous savez très bien que l'acier, à une certaine température, perd ses qualités mécaniques. Bon, personne ne me conteste là-dessus. Bon, il y a ce qu'on appelle un flambement qui se produit lorsqu'on a un poteau. C'est-à-dire, vous prenez une règle en plastique, vous appuyez dessus, vous avez une courbe qui se fait, c'est ce qu'on appelle le flambement. Si vous prenez une structure, vous avez des poteaux qui flambent, pas au sens incendie, au sens déformation. Les planchers qui sont soutenus par ces poteaux vont voir leurs appuis modifiés. Mais c'est justement ce que je vous disais en introduction. Le premier point, cette explication, ce que vous nous dites là... Laissez finir, Monsieur Philippe, on va revenir sur... Après, je cherche à ce qu'on me démontre que la masse qui est descendue aurait pu être arrêtée en cours de route par les planchers intermédiaires. Ah, en tout cas, le NIST, lui, ne le démontre pas. C'est ce que je vous disais au tout début. Le NIST n'explique pas l'effondrement des tours. Le NIST, l'organe officiel qui a étudié l'effondrement, n'explique que son initiation. Mais même si les étages inférieurs n'avaient pas réussi à stopper la chute, elles les auraient au moins ralenties. Le bon sens suffit à comprendre que la tour ne peut pas chuter et accélérer alors qu'il y a une structure résistante et solide. Alors, Jean-Robin puis Pierre Malo. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Attendez, pardon, un lecteur me demande de redonner les noms des invités, je vais le faire tout de suite. Donc Jean Robin qui va avoir la parole à l'instant, qui est donc éditeur, Pierre Malo, étudiant, Kropotkin, donc un internaute assez réputé sur ces questions-là, et Monsieur Philippe, donc ingénieur en démolition. Donc Jean Robin, allez. Voilà, donc je voulais revenir sur 3 choses qui ont été dites rapidement. Alors,
La première déjà sur le fait qu'on soit d'accord ou pas sur le fait que des avions se soient écrasés dans les tours et que ce soit la cause de leur chute. On a démontré là qu'il y avait des sources contradictoires sur le sujet. Monsieur Philippe a cité une source, Kropotkin en a cité une autre, et donc c'est ça la science, c'est-à-dire que dans le domaine scientifique, le débat est permanent. Donc on ne peut pas conclure par une seule source Tout à fait. que c'est la réalité. Voilà, première chose. Ensuite, Kropotkin a dit n'importe qui le comprend en regardant les vidéos. Et là, c'est quand même intéressant parce que ça fait 500 ans à peu près qu'on nous a expliqué, c'était Descartes, peut-être d'autres personnes avant lui même, je connais pas toute la philosophie grecque, mais enfin, je pense qu'il a même pas inventé ça, qu'il ne fallait pas faire confiance à nos sens, il fallait s'en méfier. Et à commencer par la vision, évidemment. Et Descartes prend l'exemple dans Métaphysique... dans son livre sur la métaphysique d'un bâton qui plonge dans l'eau et qui serait cassé apparemment, alors qu'il ne l'est pas. Mais nos sens nous trompent. Donc ne faisons pas toujours confiance à nos sens et maîtrisons nos yeux avec notre esprit et notre esprit avec nos yeux. C'est ce que dit Edgar Morin en gros dans son livre Sortir du XXe siècle, et je pense que c'est la bonne démarche pour essayer de chercher la vérité. Et là, j'en viens au troisième point, qui est ce qu'a dit encore Kropotkin, décidément. Sceptique, nos thèses, nous les sceptiques. Bon, moi, encore une fois, je me considère comme sceptique parce que ce que je recherche, je ne suis pas le défenseur d'une thèse ou d'une autre, contrairement aux sceptiques justement, mais je cherche la vérité. En tout cas, j'essaye. Et pour cela, j'essaye de m'armer au départ d'un raisonnement qui tient la route quels que soient les sujets qu'il va aborder. Et donc, pour cela, le scepticisme en fait partie. Donc, je regarde un peu les faits qui se présentent devant moi et je constate des choses qu'apparemment, ceux qui se considèrent comme sceptiques ont du mal à voir. Voilà. Pierre Malo, vous vouliez intervenir. Oui, non, enfin bon, sur ce que je viens de dire, Jean Robin, sa forme de scepticisme, une sorte de, de neutralité vis-à-vis du consensus, quoi. Voilà, donc étant donné qu'on ne peut pas, d'après lui, prouver quelque chose, prouver définitivement qu'il y a un problème dans cette version officielle. À partir de là, là j'ai du mal à... C'était un raisonnement tellement étrange que j'ai même du mal à le contrer. Je vais vous aider à le contrer, puisque c'est le propre de la démarche scientifique. Oui, c'est que moi-même, je vais pas revenir là-dessus à la base, mais bon. Mais je vous aide quand même. Il y a des éléments troublants que je reconnais dans cette affaire, mais sur lesquels les dits sceptiques n'insistent pas plus que ça. En tout cas, c'est ce que je remarque. Pour moi, il y a deux éléments vraiment troublants dans cette affaire du 11 septembre. Pas plus, mais pas moins non plus. Et je le reconnais très, très facilement. Ce sont des éléments très concrets que personne n'a réussi à expliquer. Alors, la première, c'est la chute vertigineuse des cours des deux tours jumelles. Non, pas des deux tours jumelles, des deux lignes, enfin les compagnies d'aviation. Les compagnies, merci, d'aviation, donc American Airlines et United Airlines, qui ont chuté dans des proportions vraiment inconnues auparavant, enfin qui sortent de la norme, et tout ce qu'on a voulu nous expliquer, tout ce qui est officiel pour l'instant, c'est que cela émane d'un seul institutionnel qui représente 95% de ces ventes. Donc ça c'est troublant, ça c'est vraiment troublant, et moi j'aimerais qu'on peut pas en débattre aujourd'hui puisqu'on est tous d'accord là-dessus, je pense, mais c'est là-dessus que devraient se poser les questions. Et la deuxième chose que je trouve vraiment et donc pardon, ce qui vous paraît troublant, c'est que vous imaginez un délit d'initié. Moi je n'imagine rien, mais on l'imagine. Je n'imagine rien, mais c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer par le hasard ni par la coïncidence, ça c'est évident. D'accord. Et alors deuxième fait et la deuxième chose, ce sont les 80 vidéos, ou 86, je sais plus, vous me corrigerez, vidéos qui étaient autour du Pentagone, qui ont filmé caméra vidéo, qui ont filmé le crash du Boeing et qui ont été confisquées par le FBI. Alors, ils invoquent le secret défense, et ça, je veux bien les croire. Pour autant, ça serait bien simplement d'en diffuser une ou deux pour calmer un peu toutes les ardeurs, parce qu'on a toutes les preuves par ailleurs qu'il s'agissait bien d'un Boeing qui s'est écrasé sur le... Alors, sur les délits d'initiés, c'est extrêmement important parce que là, on n'est plus dans les suppositions, on n'est plus dans le délire conspirationniste, on est dans les faits établis, reconnus tant par la commission d'enquête Keane-Hamilton qui a rendu son rapport en 2004, et cette question a été creusée très profondément par un professeur de l'université de Zurich qui s'appelle le professeur Marc Chenet. Les auditeurs curieux pourront se rapporter au site Reopen 911
reopen.info. Dans la section vidéo, il Reopen, la logique, c'est de réouvrir l'enquête, hein, c'est bien voilà. ça. Donc, c'est très très important parce que là, c'est un élément de plus qui va dans le sens, au minimum, d'une préconnaissance de la date précise des attentats et de leur mode d'exécution par des institutionnels américains, voire c'est au minimum, ça va au minimum dans ce sens d'une préconnaissance de la date précise, du mode opératoire des attentats. Alors, ces délits d'initiés, en fait, on portait sur des options de vente. C'est en fait une technique qui est beaucoup moins repérable par les marchés financiers parce que ce n'est pas un achat. Rapprochez-vous du micro. Oui. Ce n'est pas un achat ou une vente d'actions, c'est en fait l'achat d'une option en pariant que le cours d'une action, donc une option de vente, c'est parier sur le fait que le cours va baisser. Alors, en fait, les volumes, je cite le professeur Marc Chenet sur ce point parce que c'est un point fondamental. Le professeur Marc Chenet dit « Les volumes inhabituels constatés sur les marchés financiers avant le 11 septembre correspondent-ils à des délits d'initiés ?» C'est une étude du 28 février 2008. Alors donc, ce professeur a réalisé une étude sur la base d'une banque de données publiques qui s'appelle Option Metric, qui est une base de données publique de Chicago qui répertorie tous les ordres de vente et d'achat réalisés sur les marchés. Elle ne permet pas de connaître le donneur d'ordre, mais en tout cas les volumes échangés, les compagnies concernées, etc. Ce professeur a fait une étude statistique très approfondie et a démontré alors, tout d'abord, le facteur multiplicatif dans l'achat des options de vente sur les sociétés United Airlines et American Airlines, les deux sociétés dont les avions ont servi à attaquer dont les avions ont servi à mener les 4 attaques, sont les seules sociétés aériennes concernées par ces options de vente. Et alors le facteur multiplicatif est tout à fait considérable puisqu'il s'agit d'un facteur de 64, pas 64%, 64 fois 6400% d'augmentation entre le début septembre où la moyenne par jour des options de vente souscrites sur United Airlines et American Airlines est de 24 et passe le 10 septembre 2001 à 1535, une augmentation de 64 fois. Alors le professeur Marc Chenet dit oui, on nous a dit que les marchés étaient baissiers, alors on a pris des secteurs de référence pour savoir si en effet c'était lié à l'état du marché. Il a fait donc une étude statistique très précise. La probabilité d'un tel nombre d'options de vente pour les deux compagnies concernées sont de 1,54% et 1,98%. C'est un chiffre très très bas, mais si on les compare au secteur de référence pour le secteur, la probabilité est encore plus faible et tombe à 0,22%. 0,22% de probabilité que ces ordres soient le fruit d'une action normale des marchés. Et alors, la cerise sur le gâteau, et je termine par là, c'est que la commission d'enquête sur le 11 septembre nous dit que ces délits, que ces options de vente ont bien été passées, que toutes n'ont pas été réalisées, mais qu'en revanche, que la commission dit, nous avons identifié le donneur d'ordre de ces options de vente. Il s'agit d'un institutionnel américain sans lien connu avec la CI, sans lien connu avec Al-Qaïda, et le dossier en est resté là. Alors que là, mathématiquement, par une étude scientifique, on a la preuve, quasiment la preuve d'une préconnaissance des attentats. Jean-Robin, oui. Alors justement, là voilà, on a un exemple très précis d'une chose sur laquelle on est tous d'accord. Je pense vous êtes tous sceptiques sur le sujet. C'est évident. C'est pas qu'on est sceptique, c'est qu'il y a un fait, et qu'il est, il est pour l'instant inexpliqué, et qu'il est surtout irréfutable. Donc il faut en tenir compte. Maintenant, là où je diverge, c'est que un fait n'est pas une preuve. Et là, on en arrive à la méthodologie. C'est-à-dire que si on veut avancer dans le débat, c'est pas parce qu'on a un fait qu'on a démontré que le gouvernement américain avait organisé ces attentats. Un institutionnel américain... excusez-moi, j'ai pas eu le sentiment que Kropotkin disait ça tout à l'heure. Non, tout à fait, mais je ne dis pas qu'il l'a dit. Non, mais d'accord. Je parle en général. Oui, d'accord. Je parle en général. Si on veut faire de ce fait la preuve que les Américains c'est un inside job, comme on dit, ou un travail de l'intérieur... Ça mérite la précision quand même. Mais alors justement, je les apporte. Ce qui est intéressant dans la démarche scientifique, c'est qu'on doit prendre les faits à charge et à décharge, comme en justice. Bon. Or,
si on a un peu d'imagination et qu'on a regardé un certain nombre de films, notamment américains, on sait très bien que les délits d'initiés ne sont jamais produits par ceux qui en profitent directement. Et que on peut très bien imaginer que Ben Laden lui-même, qui n'est pas le plus pauvre de cette planète, ait quelques émissaires à la bourse de New York qui gèrent ses affaires et qu'il ait profité de cela pour se faire un maximum d'argent. Je veux dire, là, il faut prendre ça en compte aussi parce que ces hypothèses-là, il ne faut pas les balayer en disant « Ah non, ça ne va pas dans le sens que je voudrais donner à ce fait. » Dans ces cas-là, pourquoi le rapport dirait qu'il n'y a aucun lien connu avec Al-Qaïda? C'est parce que le rapport ne sait pas tout. Parce qu'il existe... Bah oui. Ah si, alors, à condition de croire que le rapport sait tout, dans ce cas-là, à quoi ça sert qu'on parle, quoi. Tout est dans le rapport. Alors, Pierre Malo, rapidement, sur les précisions que vous vouliez apporter là. Alors, je voulais apporter une précision. Alors, Jean Robin nous dit toujours, ça ne constitue pas une preuve que le gouvernement américain a organisé ces attentats. Personne ne dit, dans les sceptiques, ou certains, mais alors en abusant, bon, ça ne fait pas partie de la méthodologie normale. Personne ne dit que le gouvernement américain a en conscience planifié ces événements selon une chaîne de commandement, légale, etc. Non, il y a peu importe, le fait est, il y a des problèmes dans cette version officielle qui méritent une réouverture de l'enquête. Je voudrais juste un point sur des connaissances préalables des attentats. On a, et ça c'est confirmé par le rapport de la commission du renseignement du Sénat américain publié en 2004, des gens qui ont été vus par des personnes qui regardaient les événements de chez eux. Des gens ont été vus sur une camionnette avec un trépied et une caméra avant même que le deuxième avion tape dans la deuxième tour. C'est-à-dire avant même que l'on sache précisément que ce n'était pas un accident mais un attentat terroriste. Ces gens ont été arrêtés par la police de New York. Il a été confirmé que ces gens étaient de nationalité israélienne. Oui, non, mais il faut le dire, parce que, je suis désolé, on peut très bien essayer de passer là-dessus, c'est confirmé. Agents du Mossad, ils le reconnaissent eux-mêmes, dans une interview qu'ils ont fait à leur libération, parce qu'ils ont été libérés sans aucune poursuite judiciaire. Ils disaient, et ils disent, et tout le monde peut regarder sur Internet, vous regardez, nous venons d'un pays qui fait l'expérience quotidienne du terrorisme, notre but était de documenter les événements. Alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment leur but pourrait être de documenter les événements s'ils n'étaient pas au courant au préalable. Je ne dis pas que le Mossad a organisé le 11 septembre, je dis qu'il y avait dans les services de renseignement israéliens, alors pourquoi pas américains, effectivement. Alors Israël est soi-disant allié des États-Unis, pourquoi n'ont-ils pas passé l'information? Il y a une évidence de preuve, bon, je passe, il y a encore énormément, il y a une 60aine d'agents israéliens qui ont été arrêtés, qui ont ensuite été relâchés sans aucune poursuite judiciaire avant et après les attentats. Tout ça, c'est publié, c'est vérifiable. Il y a une préconnaissance des événements. Première chose, on va s'identifier. Donc, je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, dans le libre journal des idées politiques. Très rapidement sur cette histoire d'agents israéliens, si vous voulez réagir. Et après ça, on va revenir à un sujet sur lequel les auditeurs nous questionnent beaucoup. C'est la comparaison attentat de 93, attentat de 2001. Bon, pour répondre rapidement à l'objection de Lucas, je dirais qu'il y a une différence entre un gouvernement qui reçoit des informations de son renseignement et de ses pays amis et qui doit prendre une décision qui implique toute son administration, toutes ses forces aériennes, terrestres, mobiles, etc. Et quelques individus isolés qui ont eu la même information et qui décident de faire quoi que ce soit. Ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Isolés, Ah si, on parle d'individus isolés, 4 personnes. Non, attends. Si tu regardes le rapport de la commission du renseignement du Sénat américain publié en 2004, une centaine en tout. Très bien, mais 100, c'est pas un gouvernement entier. Donc, il y a vraiment une différence de nature. Et alors, j'ajoute... Centaines de personnes liées au Mossad, c'est quand même pas n'importe quoi. J'ajoute que le gouvernement, que ce soit le gouvernement français, le gouvernement américain, tous les gouvernements du monde reçoivent quotidiennement des alertes de toutes sortes, mais vraiment qui touchent tous les domaines, y compris la sécurité évidemment, et que la plupart sont fausses.
la plupart sont fausses. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'intoxication, comme on le sait, et c'est pas les sceptiques, comme ils s'appellent eux-mêmes, et je suis moi-même un sceptique, qui vont nous dire le contraire. Donc, l'argument qui nous est donné, pas en ce moment, mais je le donne à leur place, c'est le gouvernement savait. Il savait parce qu'il a eu l'information, et il ressortent en effet des preuves qui démontrent qu'il savait. Sauf que une information n'est pas forcément la preuve que les attentats vont avoir lieu. Ça peut être la preuve qu'ils n'auront pas lieu ou que d'autres attentats ailleurs vont avoir lieu pour faire diversion, etc., etc. Donc on ne peut pas, encore une fois, sur la méthodologie, si on veut rester proche des faits, on ne peut pas déduire de cela que le gouvernement savait. Alors, Kropotkin. Non, enfin, je remarque que M. Robin nous donne toujours, systématiquement, la même explication pour chacun des éléments factuels que nous avançons. Savoir que c'est un fait isolé. Il nous dit ce fait est un fait isolé dont on ne peut pas déduire que le gouvernement américain savait, que le gouvernement américain ne connaissait pas la date précise des attentats. Pour tout, pour les délits d'initiés, pour les exercices militaires, pour le bâtiment numéro 7. Alors l'explication, je l'accepte. J'accepte cette explication si j'accepterais cette explication. On avait entendu le conditionnel avant. Ouais. J'accepterais cette explication si il ne s'agissait que de faits isolés dans la chronologie des événements du 11 septembre. Pour moi, il me semble aberrant, c'est mon point de vue personnel, il me semble aberrant d'avancer cette explication du fait non significatif ou du fait... Oui, du fait non significatif, du fait à partir duquel on ne peut pas déduire une préconnaissance des attentats. On ne peut pas mettre en face de tous ces faits alignés les uns derrière les autres l'argument que vous utilisez. Il est recevable pour chaque argument pris isolément, mais mis bout à bout, ce qui se dessine du 11 septembre n'est pas une opération d'Oussama Ben Laden, ou en tout cas pas d'Oussama Ben Laden seul, et de 19 Arabes armés de cutters. C'est une opération. Ils ne sont pas capables, les Arabes? Comment? Est-ce que les Arabes ne sont pas capables de faire des attentats comme cela? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, c'est pas le problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Bah, pourquoi alors? Quel est l'argument? Pardon? L'argument c'était il a pas pu monter l'opération tout seul, sûrement pas avec juste des écouteurs. Mais pourquoi pas? Voilà. Il n'est pas assez riche. Non, ce que je dis, c'est que s'il y a préconnaissance, forcément, il y a d'autres personnes que vous. Ce que je veux dire, c'est que les faits tels qu'ils sont établis aujourd'hui, tant par les rapports officiels que par le Sénat américain, que par les études de professeurs d'université spécialistes de l'analyse financière, il ne s'agit pas d'une opération d'Al-Qaïda isolée. Peut-être que chacun des arguments auquel vous apportez toujours la même réponse isolée ne suffirait pas à remettre en cause la thèse de l'attaque surprise par 19 Arabes armés de cutters, le tout dirigé depuis une grotte d'Afghanistan. C'est cette thèse, de mon point de vue, est très probablement invalidée. Je dis bien très probablement invalidée par l'ensemble des éléments qui sont aujourd'hui connus et auxquels en fait les lecteurs et les téléspectateurs français ont très peu accès, à la différence de nos voisins, car le scepticisme gagne du terrain à très grande vitesse chez tous nos voisins, que ce soit en Belgique, en Suisse, en Italie, où des journalistes en prime time invitent des sceptiques, des contestataires de la version officielle, et se rangent derrière leur conclusion. On va peut-être s'interrompre rapidement. Excuse-moi. Allez-y, et donc Pierre Malo après. Très mais chacun rapide parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Ramener Ben Laden au rang de simple petit terroriste dans sa grotte, je crois que c'est un peu exagéré. Ben Laden est quand même ingénieur en bâtiment. Ouais. Oui, et son attaque a été menée intelligemment, si toutefois il est prouvé que c'est la sienne. Mais enfin, c'est une attaque intelligente. Pierre Malo. Voilà, alors, un petit fait isolé à rajouter aux centaines d'autres faits isolés. On a un rapport, ça les auditeurs doivent le savoir, un rapport du think tank néoconservateur, Projet pour un nouveau siècle américain. Ce rapport a été publié en septembre 2001, exactement un an avant les attentats. Septembre 2000 alors. Septembre 2000, excusez-moi. Qui s'appelle Reconstruire la défense de l'Amérique. Donc les néoconservateurs, ce sont ces gens qui étaient au pouvoir, disons, sous l'administration Bush.
Quelques phrases, tout simplement, et après, voilà, on continue. Donc, établi en 1997, le PNAC, donc, est une organisation dont le but est de promouvoir le leadership global américain. L'histoire du XXe siècle devrait nous avoir renseigné à quel point il est important de façonner les situations avant que les crises n'émergent. Le processus de transformation dans le but de reconstruire les défenses de l'Amérique, même s'il apporte des changements révolutionnaires, sera certainement très long, sauf événements catastrophiques et catalyseurs, comme un nouveau Pearl Harbor. Voilà, encore un fait isolé. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne à une question que posent beaucoup les auditeurs en ce moment et que j'avais sous le coude. Vous avez évoqué rapidement l'attentat contre le World Trade Center de 93. J'aimerais bien que vous, les uns et les autres, vous nous disiez en quoi les deux opérations divergent. Pourquoi est-ce que dans un cas ça a marché, dans l'autre cas ça n'a pas marché, quoi. Allez-y, monsieur. Bien, je vais engager le débat. L'attentat qui a eu lieu en 1993 a consisté à mettre une forte charge explosive dans des sous-sols. Or, un explosif ne crée de gros dégâts en structure que s'il est encastré ou s'il est utilisé en charge creuse sur des éléments métalliques. Donc, il était stocké dans les sous-sols, il a explosé, ça a créé une forte surpression aérienne. C'est-à-dire, c'est vraisemblablement cela qui a fait le plus de victimes, et ça a entraîné également des projections, puisqu'avec une surpression aérienne, il y a eu des projections. C'était un attentat raté. Et à la lumière de cet attentat raté, il y a eu... Qui a quand même fait pas mal de morts, non? Oui, il a fait des morts, mais... Je ne vais pas vous dire, le but n'était pas de faire des morts, le but était de faire tomber la tour. Or, avec cet attentat, la tour n'est pas tombée. Par contre, avec la version que j'appellerais intelligente, qui consiste à taper aux 2/3 de la tour et à voir ce qui va se passer, je pense que l'issue de l'attentat était certaine, on allait droit à l'effondrement. D'autres, oui. Alors en fait, le présupposé du raisonnement que vous venez de tenir, c'est que Oussama Ben Laden est responsable des attaques de 1993, attaques qui ont échoué. Oussama Ben Laden a fait évoluer son plan, s'est dit on va utiliser des avions. Attentats qui ont réussi d'une main de maître en 2001, c'est quand même ce que vous nous dites. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit au départ que Oussama Ben Laden était un ingénieur, qu'il était capable, puisque vous évoquiez une petite équipe pour faire tomber les tours. Bon, je dis que c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Par contre, je n'ai nullement cité Oussama Ben Laden, j'ai parlé d'attentats. Mais je n'ai pas parlé d'Oussama Ben Laden. D'accord. Vous m'en donnez acte. D'accord. Bon, j'avais compris que vous sous-entendiez que, en fait, Al-Qaïda était derrière les attentats de 1993 et de 2001. Moi, j'avais suivi cet écheveau. Mais alors, une chose à savoir quand même pour les attentats de 2001, c'est que Oussama Ben Laden n'est pas recherché pour les attentats de 2001. Il suffit d'aller sur le site du FBI, de taper les 10 personnes les plus recherchées par les États-Unis. Oussama Ben Laden est inculpé pour tout, l'USSCO, tout un tas d'autres actes, mais n'est pas recherché pour les attentats du 11 septembre 2001. Alors, un des arguments des défenseurs de la version officielle est de nous dire que le FBI serait tributaire des dossiers du ministère de la Justice pour établir ces inculpations. Ça me semble un peu étrange comme raisonnement, puisque certes le FBI est sous la tutelle du ministère de la Justice, mais le FBI est précisément chargé de rassembler les preuves, de mener les enquêtes, la justice établissant ensuite sur la base des preuves rassemblées par le FBI les actes d'accusation. Donc si Oussama Ben Laden n'est pas inculpé des attentats du 11 septembre 2001, c'est tout simplement que le FBI, dans son enquête intérieure et extérieure, n'a pu établir aucun lien entre Oussama Ben Laden et les attentats de 2001. C'est le raisonnement le plus simple. Jean-Robin ? Oui, alors moi j'ai jamais compris cet argument qui voulait nous faire croire que les États-Unis ne considéraient pas Oussama Ben Laden comme responsable de ces attentats. Ils l'ont annoncé 43 minutes après que le premier avion frappe la première tour. Je parle d'une inculpation judiciaire. Oui. La rumeur publique est une chose. La rumeur, c'était la rumeur publique 43 minutes après les attentats. On n'avait aucune preuve qu'il s'agissait.
Comment? C'était une déclaration de Je crois que c'est un général qui est venu sur le plateau de CNN. un général américain. Ouais, non, mais bon. Et derrière Avant même Bush, ça, il y a quelqu'un au bout de environ Il 5 s'agit minutes. de rumeurs publiques. On n'avait aucun fait étayant la responsabilité de Ben Laden dans les attaques. voilà. L'argument, c'est que les États-Unis ne considèrent pas Ben Laden comme responsable des attentats, oui ou non? Judiciairement. Oui, judiciairement. Bon. Judiciairement, Mais- il n'est pas considéré. Attendez, du calme. Allez-y, Jean-Robin, finissez. Malgré votre cela, raisonnement. on va lancer la guerre en Afghanistan pour aller chercher Ben Laden, quand même. Bon, mais on le considère Oui, mais pas si- comme responsable. On l'a pas Ce serait trouvé. sous-entendre Mais on va le que nous chercher sommes quand en même. Afghanistan pour On ça. l'a pas trouvé. Hein. Ensuite, le FBI est une... je sais pas si nos auditeurs, mais comme ils sont très cultivés, je pense qu'ils connaissent la différence. Le FBI s'occupe de... C'est un peu comme la DST chez nous. Et la CIA, c'est un peu comme la DGSE. Donc, le FBI, a priori, n'a pas à se prononcer sur Ben Laden à l'étranger. Bon, déjà. Donc, si on Alors prend- le FBI se prononce sur son site pour des attentats commis par Ben Laden à l'étranger. Et le FBI envoie des Attendez, enquêteurs enquêter sur on va place. laisser Jean-Robin finir son raisonnement et après ça, j'ai bien compris qu'il y avait des réponses. Voilà, parce que les ambassades américaines sont considérées comme le territoire américain. Ça, vous ne pouvez pas s'en ignorer. Mais le voilà, t'as ça. Non mais Allez-y, finissez. l'Afghanistan n'est pas considéré encore comme le territoire Finissez. américain, or Ben Laden s'y trouve a priori. Donc si on a demandé à quelqu'un, c'est soit à la CIA, soit au gouvernement américain. Or les deux nous disent que c'est Ben Laden qui est responsable. Donc moi j'ai jamais vraiment compris cet argument qui, je sais pas où ils veulent en venir en fait. Parce que ce serait une preuve de quoi? Ça serait une preuve? Je sais pas. Alors attendez, Pierre Malot d'abord. Bon, déjà, on n'a pas dit que c'était une preuve, on a dit que c'était un élément troublant, comme il y en a des centaines d'autres. On nous dit aussi que Ben Laden a lui-même revendiqué ses attentats dans une vidéo. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le même Ben Laden, dans 2 autres vidéos, ne revendique pas ses attentats. Et même dans des propos qui sont rapportés dans un journal pakistanais, je lis sa phrase, il existe un gouvernement... Alors bon... Voilà, c'est Ben Laden. Hein. Il existe un gouvernement à l'intérieur du gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement secret doit être interrogé sur qui a pu conduire ces attentats. Les États-Unis devraient poursuivre ceux qui ont perpétré ces attentats, car ce sont des personnes qui veulent faire de ce siècle un siècle de conflit entre l'islam et le christianisme, afin que leur propre nation puisse survivre. Alors, est-ce que Ben Laden, dans une vidéo tel jour, dit c'est lui, dans une autre vidéo, dit non, c'est pas moi? Il y a quelque chose d'illogique. Donc il faut savoir. Voilà. Juste ça. Alors, nous sommes sur Radio Courtoisie, dans le libre journal des idées politiques, et je vais passer la parole à Kropotkin. Alors, il est important de préciser qu'on nous dit que les États-Unis sont allés en Afghanistan pour attraper Ben Laden. Le général américain en charge de la traque aux États-Unis a reconnu sur un plateau de télévision avant de faire machine arrière le lendemain. Mais il a déclaré, et je cite la citation telle quelle, nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour attraper Ben Laden. Et c'est vraiment entre guillemets, il n'a jamais été question d'attraper Ben Laden. Et je voudrais aussi rectifier quelque chose. Vous ne devez pas avoir de grandes connaissances juridiques pour imaginer que le FBI est entièrement tributaire des sources de la CIA pour établir ses actes d'accusation. Le FBI a enquêté sur les pirates de l'air présents sur le sol américain. Si Oussama Ben Laden n'est pas inculpé par la justice américaine, c'est que d'une part, aucun lien n'a pu être établi entre Al-Qaïda, ou en tout cas entre Oussama Ben Laden et les 19 pirates de l'air présents sur le territoire américain. Et voilà, non mais ça c'est en fait le raisonnement juridique, raisonnement juridique est assez simple. Non seulement Oussama Ben Laden a revendiqué ces événements, Non, il ne les a jamais revendiqués. vous l'avez dit vous-même, il l'a revendiqué et Il y après a une vidéo, aurait alors, dit non. les auditeurs peuvent regarder les vidéos. Cet Oussama Ben Laden présenté comme Oussama Ben Laden ne ressemble absolument pas aux autres Oussama Ben Laden, à toutes les autres photos qu'on a de lui. D'accord. Il est gros. Alors, très bien. Bon, Alors, c'est très clair. imaginons- Enfin, voilà. Imaginons que le Ben Laden qu'on nous présente soit un barbu qu'on soit allé chercher dans le Bronx. Maintenant, est-ce que le numéro 2 d'Al-Qaïda a revendiqué les attentats, oui ou non? Sous la torture, après 30 simulations de noyade, oui, il a dit que c'était lui, oui. 30 simulations de Il est noyade. dans les grottes d'Afghanistan, donc il a fait des vidéos lui Non, non, aussi. Ralik Sheikh Mohamed, c'est le bras droit. C'est un numéro 2. Non, non. Mais il y a un nouveau numéro 2. Ralik Sheikh Mohamed est le responsable. Non, mais attendez, Ralik Sheikh Mohamed est le responsable de l'opération des avions. C'est lui qui, avec Ben Laden, a conçu et mis en place les attentats du 11 septembre 2001. Vous dites aurait vous-même, avoué son témoignage n'est pas, on peut pas le prendre pour acte comptant. Vu les puisque- conditions d'interrogatoire, non. Bah voilà. Donc il y en a d'autres qui ne sont pas torturés par les Américains et qui ont revendiqué cet attentat, oui ou non, d'Al-Qaïda.
Évidemment oui, il y en a des dizaines. Toute l'organisation revendique aujourd'hui. Et moi ça me rappelle des histoires sur les moines de Tibérine par exemple, où le GIA revendique les attentats, mais on dit non. En fait, ce sont les généraux algériens qui l'ont fait pour lui, etc. Non, mais il n'est pas absolument impossible, enfin c'est des choses qui arrivent dans les milieux du renseignement, il n'est pas absolument impossible, pour l'affaire de Tibérine, l'interprétation qui commence à se diffuser, c'est que les cellules du GIA ont été manipulées par certaines cellules du renseignement algérien. C'est pas aberrant comme raisonnement. Mais le GIA a revendiqué. Oui, mais c'est pas impossible typiquement pour l'affaire du 11 septembre, il n'est pas absolument impossible que des cellules d'Al-Qaïda aient monté des attentats. Aient été infiltrées. Votre argument, c'est qu'elles auraient été infiltrées par les Américains. Pourquoi pas? Je sais pas. Non, mais pourquoi pas? Très loin. Je voudrais juste ajouter rapidement. Aujourd'hui, même les sceptiques. Je voudrais ajouter rapidement que la première revendication médiatique, ça c'est très facilement retrouvable, la première revendication médiatique des attentats a été le fait du FDLP, le Front de Libération de la Palestine. Alors si vous parlez de revendication, on peut dire aussi que le FDLP est derrière le 11 septembre, puisqu'il l'a revendiqué. Et depuis, combien de fois l'ont-ils revendiqué? C'est pas un argument. Ah bon? Non, c'est pas un argument, je suis désolé. Alors, on va quitter momentanément New York pour aller au Pentagone, parce qu'il y a les attentats du 11 septembre, il y a aussi l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, et donc là encore, on a des sceptiques et des sceptiques contre le scepticisme, et donc... C'est bien résumé. Est-ce que Jean-Robin voulait présenter un peu votre vision des choses sur ce qui s'est passé au Pentagone? Non, je préférerais que eux nous présentent leur vision à eux, parce que moi je ne défends pas de thèse. Alors moi, je préfère ne pas passer en premier parce que la recherche sur le sujet a énormément avancé, notamment depuis la déclassification de certains entretiens réalisés par le Center for Military History Record. Mais c'est assez long à expliquer. En gros, la présence d'un avion gros porteur est, de mon point de vue, indiscutable. Il y a trop de témoignages. En revanche, des témoins très fiables, comme des officiers de police, des employés du cimetière d'Arlington, ne placent pas du tout l'avion là où la version officielle nous dit qu'il aurait volé et arraché les poteaux. Il est passé en fait au nord de la station-service, ce qui est incompatible avec les dégâts sur la façade, et surtout, l'un des témoins clés de cette histoire des fameux poteaux, parce que l'histoire des poteaux soi-disant arrachés par les ailes du Boeing, c'est l'un des arguments de poids des défenseurs de la version officielle, qui nous disent, vous nous dites que c'est un missile, mais un missile n'aurait pas pu arracher les pylônes qui sont espacés de 26 mètres ou de 27 mètres. Or, on a aujourd'hui le témoignage face caméra, et là, j'invite vraiment les auditeurs à consulter un site qui s'appelle Citizen Investigation Team, un groupe de journalistes indépendants qui a fait le travail qu'auraient dû faire les médias depuis des années et qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire aller rechercher les témoins, consulter les entretiens officiels réalisés par le Congrès et par l'armée américaine, essayer de retrouver les personnes et leur demander ce qu'elles ont vu et de comparer aux données connues. Et ils ont retrouvé le chauffeur de taxi qui est vraiment un témoin clé, mais un témoin clé de cette affaire des poteaux, puisque un seul poteau a créé des dégâts physiques en allant, soi-disant, percuter le taxi d'un chauffeur de taxi, se serait enfoncé à l'horizontale dans son pare-brise. Voilà, et donc ce témoin a été brandi partout en nous disant mais oui, moi j'ai vu passer l'avion, et puis de toute façon au moment où l'avion est passé, un poteau est venu s'enfoncer dans mon pare-brise. Cette personne reconnaît face caméra qu'il s'agissait d'une mise en scène et a tout fait devant les enquêteurs pour faire croire qu'il n'était pas là où on savait qu'il était, puisqu'on en a des photos, des vidéos, etc., mais qu'il était en fait là où tous les autres témoins plaçaient l'avion, c'est-à-dire au sud. Donc les recherches sur le Pentagone ont énormément progressé. Aujourd'hui, on a une autre vision des choses, c'est-à-dire que l'avion était présent sur place. En revanche, on n'a pas de témoignage, malgré ce que disent les croyants, de l'impact de l'avion sur la façade. Il est probable que l'avion ait volé en rasmote, enfin en tout cas beaucoup plus haut que nous le dit la version officielle.
Il était, je crois, à 900 pieds, ce qui est quand même une hauteur relativement importante selon le témoignage là, de personnes qui sont habituées à observer autour d'eux et qui en plus rendent leur témoignage sur le lieu même où ils travaillaient le matin du 11 septembre et où ils travaillent depuis 10 ans ou 20 ans. Donc pour faire court, l'avion n'est pas passé au sud de la station-service, mais au nord. S'il est passé au nord, et on a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, et vraiment des témoignages solides de policiers qui travaillent sur place, s'il est passé là-bas, il n'a pas pu arracher les poteaux, ça implique que les boîtes noires sont une reconstitution, et de toute façon on a un témoin, le premier complice connu, si on peut dire, qui reconnaît face caméra qu'en effet c'était une mise en scène, qu'il a été embarqué par des gens plus puissants que lui dans une histoire qui ne le concerne pas, qu'il aurait voulu que les choses s'arrêtent rapidement, que ça n'a pas été le cas, et il dit « Yes, it was staged ». Tout cela a été mis en scène. Alors, c'est un sujet vraiment très complexe, le Pentagone, en fait, mais sans poser les bonnes questions au début, en déduisant des choses... Rapidement. Voilà, trop rapidement, il aurait dû aller rechercher les témoins, de toute façon, il ne pouvait pas faire... Mais c'est le patron du réseau Voltaire qui a fait son enquête sur Il n'aurait pas dû tirer ses conclusions aussi rapidement, et de toute façon, il ne pouvait pas, en fait, s'approcher de la vérité en l'état actuel, en l'état des connaissances en 2002. Jean Robin. Alors, cette affaire du Pentagone est intéressante à plus d'un titre parce que, là je vais essayer d'un peu, pas élever le débat parce qu'il est très intéressant sur les faits, mais de prendre un peu de hauteur sur le contexte général, parce que ce 11 septembre, c'est parlant à plus d'un titre au sujet de l'évolution de notre société, parce qu'on a là l'irruption à la fois du terrorisme, d'Al-Qaïda, donc on ne sait pas trop, voilà, c'est l'attaque asymétrique, la guerre asymétrique entre un État d'un côté et une nébuleuse de l'autre, avec des gens qui apparaissent, qui disparaissent, qui vont dans des pays, qui se cachent dans des grottes, etc. C'est d'autant plus difficile de lutter contre eux. Et de l'autre côté, on a sur Internet, et grâce à Internet, des gens qui s'organisent pour enquêter, pour mettre en commun les connaissances qu'ils acquièrent et nous apporter des questions finalement plus que des réponses, qui posent effectivement question pour certaines d'entre elles, mais là où je pense que cette affaire est critiquable, c'est que du coup, on a un peu la même démarche en réseau. Je compare pas du tout les sceptiques aux terroristes, ça c'est évident. Non mais je préfère le dire, parce que certains vont dire « Ah !» Bon, mais non. Moi mon argument c'est que on a parlé de Thierry Messant qui a un peu lancé toute cette affaire. Thierry Messant a commis 2 livres consécutivement, L'effroyable imposture puis Le Pentagate, à quelques mois de distance. Et dans le premier livre, il tient une thèse selon laquelle c'était un camion bourré d'explosifs qui est allé s'exploser dans le Pentagone. Et dans la deuxième, Le Pentagate, qu'il a certainement éprouvé le besoin de faire parce qu'il s'était trompé dans le premier, mais il n'a jamais avoué, ni face caméra, ni nulle part, qu'il s'était trompé. Et donc, dans ce deuxième livre, il a dit que c'était un missile. Bon. Et là, on a quand même quelque chose de récurrent, je ne vise personne en disant ça, mais dans un mouvement forcément qui compte autant de personnes d'une manière si inorganisée que cela, vous allez avoir des gens qui vont dire tout et n'importe quoi et qui vont mettre l'opprobre sur tous les autres qui font un travail plus sérieux déjà. Mais quand même, et là j'en viens à l'argument type, il y a des leaders quand même dans ce mouvement. Le mouvement dont vous parlez, c'est le mouvement des sceptiques. Enfin, d'accord. Qui s'auto-appelle sceptique, mais bon. On ne s'auto-proclame On ne s'auto-proclame pas sceptique. C'est vous qui le dites, ça. Si, moi je dis que vous vous auto-proclamez sceptique, bon, et que tout le monde est sceptique. Vous retournez l'argument, vous aussi, vous auto-proclamez sceptique. Mais moi je ne dénie pas aux autres. Allez-y. Alors, il y a quand même des leaders dans ce mouvement, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, à un moment, le leader, c'était Thierry Messant. Bon, on s'est rendu compte que c'était un imposteur. Bon. Si. Après, il y a eu d'autres leaders, et parmi eux, Richard Gage. Alors Richard Gage, alors là c'est pas complètement le Pentagone, mais je vais faire juste une petite parenthèse, parce que c'est intéressant. Il est aujourd'hui présenté, je pense, par un peu toute cette mouvance comme étant le leader, ou un des leaders de cette mouvance. C'est un ingénieur en bâtiment, et cette personne-là n'est pas du tout crédible. Elle s'est décrédibilisée à plusieurs reprises dans des documentaires dont le plus récent vient d'être diffusé à la BBC, et sera diffusé, ça s'appelle The Third Tower. Donc c'est décrédibilisé dans ce documentaire, j'ai vu les 2 versions. Vous le re-regarderez, parce que sur la tour 7, on lui demande que s'est-il passé alors selon vous, comment des gens auraient pu mettre des explosifs, ce qui aurait pris des mois, donc sans que personne remarque rien du tout. Et là la réponse de Richard Gage c'est peut-être les explosifs ont-ils été mis à la construction
de la tour 7. Il ajoute ceci est très proche, est proche de la spéculation. Il ne l'affirme pas, il dit que c'est une possibilité. C'est tout. Il dit que c'est une possibilité. Oui. Et Non, ça, attendez, pour un parce que Monsieur Philippe, sur la construction, j'en termine là. Ce bâtiment a été construit dans les années 80 et la durée de vie d'un explosif est de 3 ou 4 ans maximum. Voilà. Il ajoute aussi pendant la C'est un des réflexion leaders de ce mouvement-là. Donc voilà. D'abord, Monsieur Philippe, sur l'aspect construction, peut-être. Bon, je suis un peu frustré parce que on n'a pas parlé de la tour numéro 7. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas comparable aux autres immeubles du site. Elle a été construite sur un bâtiment existant, à partir d'un bâtiment existant. Donc on voit très bien sur les plans qu'il y a des ports de charge. C'est-à-dire vous avez la tour qui est très large, et ça forme un trapèze, et elle a été adaptée à un bâtiment existant. Elle a été adaptée, je crois, au train qui passe dessous. Non, il y a un bâtiment qui existait, et À la station de train. Rapprochez-vous du micro. il y a un bâtiment qui existait, et la tour était construite dessus. Ça, bon, il ne faut pas le perdre de vue, puisqu'on a une construction hétérogène, en quelque sorte, faite de deux éléments qui ont été construits dans des temps différents et avec des matériaux différents, puisqu'en bas c'était du béton. Bon, on est d'accord là-dessus. Bon, sinon on va allez-y. Bon. Alors, dans cette tour, il y avait quand même, on dit que ce n'est pas normal qu'il y ait eu des incendies, il y avait quand même des réservoirs. Il y avait 1041 litres d'essence au niveau 5, 7, 8, c'est à proximité des générateurs. Et il y avait un réservoir d'essence de plus de 200 litres au 9e étage, un réservoir de 22 700 litres au niveau 2 et 3, et au rez-de-chaussée, il y avait 22 700 litres. Donc il y avait quand même des sources d'incendie dans ce bâtiment. Alors, on va dire, d'accord, bon, je vais continuer sur ma théorie, ça a déformé les structures, c'est une théorie qui est acceptée par beaucoup, mais ça n'a pas été suffisant, il fallait un choc. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est ce qu'on dit. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce sujet. Continuez, il fallait un choc. Dites votre théorie et puis on confirmera. Ce choc, il a été créé par la chute des deux tours. Ah ben oui, non, parce que c'est bien beau de lever les yeux au ciel, mais quand vous calculez... On est à la radio, on n'est pas à la télé. Quand vous calculez l'énergie cinétique du choc des tours au sol, vous transformez ça en vitesse particulière, vous arrivez à des seuils vibratoires de l'ordre de 23 mm/s. Alors, au niveau de cette tour, puisque ça s'affaiblit en distance, alors que c'est une structure qui peut supporter, comme toute structure de bureau, 8 à 10 mm/s en vitesse particulière. Donc, je ne suis pas étonné que cette tour, après avoir des structures déformées par les incendies, parce que vous n'allez pas me dire que les réservoirs n'ont pas brûlé. Ça, ce serait quand même étonnant. Donc, après avoir une déformation de la structure par les incendies, a eu ces fondations qui ont été secouées par le choc des deux tours, et ça a pu créer la chute totale. Kropotkin ? Alors, je suppose que l'explication que vous nous donnez ne doit pas être réaliste, puisque je remarque simplement que le NIST, ce que vous nous donnez là, c'est la thèse qu'avait envisagée, parmi d'autres hypothèses, la FIMA dans son rapport préliminaire de 2002. Le NIST a travaillé de 2006 à 2008, ou de 2005 à 2008 sur le sujet, soi-disant en profondeur, en envisageant tous les scénarios explosifs, effondrement suite à l'explosion des réserves de fuel, suite à un simple incendie de bureau, et les conclusions du NIST pour l'effondrement de la tour numéro 7 sont très simples, elles sont accessibles à tout le monde dans un résumé qu'a produit le NIST lui-même et qui est disponible sur mon compte Dailymotion, Kropotkin 427, les auditeurs pourront aller la voir sur Dailymotion, où le chef de projet du NIST explique qu'on avait pensé au début que les réserves de fuel avaient joué un rôle, on avait aussi pensé que les dégâts qu'avaient subi la façade suite à l'effondrement des tours avaient joué un rôle. Finalement, notre conclusion est que le bâtiment numéro 7 est le premier bâtiment de l'histoire de la construction à s'effondrer à cause d'un incendie. Et je vous fais remarquer que le bâtiment numéro 7 dans le complexe était le bâtiment le plus éloigné des tours 1 et 2, qu'aucun autre bâtiment du voisinage
ne s'est effondré le 11 septembre et que seul le bâtiment numéro 7 abritait encore une fois l'autorité des marchés financiers qui a perdu des milliers de dossiers dans l'effondrement, le Secret Service, la deuxième antenne locale de la CIA sur le territoire américain spécialisé dans l'espionnage économique, que tout cela ce sont des faits. Et je remarque aussi que les feux, on nous a dit que la tour s'était transformée en un brasier infernal. Or, la FIMA établit que les feux étaient localisés, je le répète, mais c'est vraiment important parce que ça permet de comprendre ça permet de comprendre pourquoi on questionne l'explication officielle, que les feux étaient localisés, que les premiers incendies se sont déclarés à l'étage du Secret Service du département de la Défense, sautent 2 étages, un feu à l'étage de la commission de l'autorité des marchés financiers qui va perdre des milliers de dossiers et devoir tout reprendre à zéro. J'ai ici l'interview du président de l'AMF américaine qui dit que vraiment c'est une catastrophe, on a perdu tous nos dossiers, on ne sait pas comment on va faire pour reprendre nos enquêtes sur les délits initiés, les délits boursiers, les escroqueries, etc. Et le feu a aussi ravagé les étages de la CIA. Et de toute façon, l'explication que vous nous donnez est peut-être acceptable, mais n'est pas en tout cas celle qu'a retenue le NIST. Alors, d'abord, si vous voulez bien répondre à cette question de Kropotkin. Et puis deuxième question qu'il y avait dans l'exposé de Kropotkin. Moi, ce qui me paraît, pour l'instant, j'ai pas eu d'éléments d'appréciation. C'est la distance. Pourquoi les autres bâtiments ne se sont pas effondrés à côté des 2 tours jumelles? Donc, Monsieur Philippe, si vous voulez bien. Si vous voulez bien répondre. Non, je de diversion sur le plateau. Si vous voulez bien répondre donc à la première. D'abord, pourquoi est-ce que les autres tours n'ont pas subi les mêmes dommages que la tour 7 et voilà. D'abord ça. Bon, entre la tour 1 et la tour 7, nous avons 2 immeubles qui font 8 et 9 niveaux. Donc, ce sont des immeubles bas. Ces immeubles-là font 8 et 9 niveaux. Donc, plus susceptibles de s'effondrer précisément sous l'effet du feu. Et non, parce que les projections qui font partie des Twin Towers n'ont pas eu d'écran, puisque ces immeubles ne font que 8 et 9 niveaux. Donc, le bâtiment numéro 7 a bénéficié d'un écran, lui, ou ça? Non, il n'y a pas eu d'écran. Et pour le 7, on a eu un écran? C'est allé directement sur le 7. Continuez. Le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment à la télévision, comme vous avez pu le remarquer. Non, mais donc, parlez devant votre micro et n'imaginez pas que les auditeurs puissent regarder le plan. C'est un fait, au regard du plan que vous me montrez, que le bâtiment 7 était bien le bâtiment le plus éloigné des tours 1 et 2 par rapport à ceux qui entourent. Hein. Oui. Bon, oui. Oui, mais il n'était protégé. Les projections qui sont parties d'ici sont allées sur le 7 sans avoir eu d'écran par les bâtiments 5 et 4 et 5. Non, mais et les bâtiments 4 et 5 non plus n'ont pas eu d'écran. Ils étaient directement. Mais il y a d'autres bâtiments qui ont reçu quand même. Ces bâtiments, eux, ont été écrasés. Excusez-moi, ce débat géographique est malheureusement inaudible pour les auditeurs. Jean-Robin, oui, je voulais quand même apporter une précision parce qu'à écouter un peu tout le monde, on a l'impression que les autres bâtiments que le bâtiment 7 étaient en parfait état. C'était nickel. Non, personne n'a dit ça. Au contraire, oui, mais on n'a pas dit au début que le 5 et le 6, justement, avaient subi d'énormes dégâts sans s'effondrer. Ils se sont pas effondrés. Très bien. Mais ils ont quand même subi d'énormes dégâts, on est d'accord. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu des projections, etc. Ensuite, on a, je sais pas si on finit sur la tour 7, parce qu'en fait, sur le Pentagone, c'est moi qui ai fait diversion. On est passé trop vite sur le Pentagone, mais bon, de toute façon, il nous reste 3 minutes. Donc alors, on peut peut-être y revenir rapidement, parce que la question qui est posée là, maintenant qu'on a avancé sur cette question des témoins, etc., on se retrouve finalement dans une situation qui est très connue en justice, c'est témoin contre témoin. Parce que vous avez des témoins qui affirment que donc si je comprends bien, l'avion n'est pas rentré dans le Pentagone, mais qu'il est passé par-dessus. Alors il faudra qu'on nous explique où sont passés les morts dans cet avion, où est passé l'avion. Alors là, on part dans des considérations non, mais absolument... ça, c'est une bonne grosse technique des défenseurs de la version officielle. Non, moi, si l'avion n'a pas percuté le Pentagone, où il est... Je ne défends pas de thèse, moi. Mais je suis pas dans des groupes. On le sort à chaque fois. Si l'avion n'a pas percuté le Pentagone, où est-il? Où sont les passagers? Mais qu'ils soient morts au Pentagone ou qu'ils aient été évacués n'importe où ailleurs, ça change rien au problème des faits matériels au Pentagone et des témoignages du Pentagone. Et déjà, c'est la première fois qu'on débat ensemble, donc je ne fais pas partie de groupe, moi, qui débattent du 11 septembre. C'est la première fois que je me penche sur cette question, je constate des faits. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de témoins qui disent avoir vu
le Boeing s'est crashé dans le Pentagone. Bon, il y en a, voilà, je peux en citer là. Bon, il y a Mike Walter qui est un peu le plus connu, qui est journaliste à USA. C'est un journaliste à USA Today. Alors on peut dire, voilà, on choisit nos témoins. Ah non. Mais ça, c'est pas la démarche scientifique. Mais Mike Walter, le 11 septembre 2001, devant le Pentagone, n'a jamais dit. Je vais finir juste ma phrase et puis après vous ferez ce que vous voulez. Vous avez Kirk Milburn, qui était un surveillant de travaux de construction pour Atlantis Company. Voilà. Vous avez, et je peux continuer la liste comme ça, Tom Seibert, un ingénieur de réseau qui travaille alors au Pentagone. Alors on va nous dire, oui, mais il fait partie du complot. Bon, c'est un peu court comme explication. Mais tous ces gens-là disent avoir John Damouz de Travis City qui participait à une réunion au Pentagone, etc. Et alors, il nous reste 2 ou 3 minutes. Est-ce que chacun veut faire une dernière remarque sur l'état actuel du débat et sur aussi les conséquences du 11 septembre sur l'état actuel du monde? Donc voilà, Jean-Robin, si vous voulez bien commencer. Moi, ce sera assez simple, c'est que j'ai pas besoin du 11 septembre pour savoir que les USA ont menti pour aller en Irak et pour mener une guerre qui n'était pas légitime. J'ai moi-même manifesté avec un panneau 11 septembre est différent de guerre en Irak, et les gens qui étaient autour de moi me disaient mais on comprend pas ton panneau, qu'est-ce que tu veux dire là? Donc j'ai de leçons à recevoir de personne à ce niveau-là, et de toute façon il est un fait que Colin Powell a menti à l'ONU. Donc pour moi ça ne changerait rien, même si les Américains avaient organisé tout ça. C'est pour ça que je suis complètement désintéressé dans ce débat et que je peux m'y pencher tout à fait sereinement. Pierre Manot? Oui, je voudrais juste dire que le 11 septembre a été l'occasion d'un changement fondamental de la politique américaine dans le monde, une sorte de fuite en avant qui vise notamment à mettre les pieds en Europe centrale. C'est quand même un but fondamental de certaines doctrines stratégiques. Bon, beaucoup d'autres choses. En tout cas, je trouve qu'il est nécessaire pour le peuple américain de réouvrir l'enquête pour trouver enfin qui est derrière ces attentats. Voilà. Ce n'est pas de l'anti-américanisme, c'est pour le peuple américain. Kropotkin? Alors moi je voudrais terminer rapidement parce qu'on nous dit souvent jamais les États-Unis n'auraient attaqué leur propre population. Alors je voudrais citer un document déclassifié par le Kennedy Review Board qui a déclassifié en fait toutes les archives de l'époque Kennedy. Et parmi ces archives, on a trouvé un document qui s'appelle l'opération Northwood, Bois du Nord, qui a été validé par l'état-major interarmé américain et qui prévoyait, pour justifier une intervention militaire contre Cuba, d'attaquer Miami, la Floride, Washington, au moyen de charges explosives, qui prévoyait de sacrifier des civils. Dans le contexte de la guerre froide et de l'Union soviétique, ce plan prévoyait de sacrifier sur le territoire américain des civils américains pour justifier auprès de l'opinion publique et des médias une guerre. Ça date de quand ce rapport? Alors, il date du 13 mars 1962. Il ne s'agit pas d'un faux puisque les auditeurs pourront le retrouver sur le site de la librairie du Congrès des États-Unis ou sur le site de l'université George Washington. Il faut qu'on s'arrête là. Excusez-moi, M. Philippe, pour nous avoir coupé la parole. Merci en tout cas à tous les quatre pour ce débat très enrichissant. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des idées politiques de Max Lebrun, dirigé aujourd'hui par Guillaume de Thieulois. Diffusé en direct vendredi 11 septembre 2009, de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30 et samedi 12 dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission a été réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.